Alors, du coup, le sujet de ce soir, c'était duo alimentation et sport, les alliés de votre santé. On pourrait parler de ça pendant des jours et des jours. On a choisi ce soir de ne pas faire quelque chose d'académique, pas faire une présentation théorique, parce que ça, vous pouvez trouver ça un petit peu partout. Mais l'idée, toutes les trois, c'était d'aller à vos questionnements sur des choses très concrètes et sur comment est-ce que dans la vie quotidienne, on peut améliorer son alimentation et l'activité physique pour être en meilleure santé. Alors on est là toutes les trois, donc on va, d'abord je vais présenter, vous allez vous présenter, hein, donc Patricia, je te laisse peut-être te présenter en tant qu'activité physique adaptée. Ouais, et ben je vais me relever, du coup, parce que je suis pas sûre qu'au fond on me voit, donc je pense que vous m'entendez. Donc je suis Patricia Dupont, j'exerce en tant qu'éducatrice sportive en activité physique adaptée. Je suis sur Penvenant, donc j'accompagne des personnes en groupe collectif ou de façon individuelle. Donc soit des gens qui veulent un entraînement sportif, soit il y a une problématique de santé, soit une problématique de vulnérabilité. Donc je travaille avec des professionnels de santé. Je les rencontre, on a un échange et une écoute individuelle et à partir de là, ensemble, parce que c'est là le but, c'est de construire un programme qui soit vraiment individualisé et adapté aux problématiques de chacun. En termes d'activité physique, on ne fait pas n'importe quoi. Quelquefois même, on ne sait pas quoi faire et pas comment et par quoi commencer. Donc le but d'accompagner quelqu'un, c'est vraiment d'être un élément déclencheur et une personne qui accompagne et qui comprend aussi. Il y a une écoute et ça va exactement dans les deux sens. Je laisse la parole à Madame Cook. Donc Agatha Cook. Agatha. Ouais, je suis donc diététicienne, j'ai un cabinet sur Paimpol et sur Lannion. J'interviens également auprès d'un EHPAD sur la partie restauration collective, donc un peu vérification des menus et puis un petit peu sur la partie des nutritions éventuellement des personnes âgées. Et il m'arrive également d'animer des ateliers pour jeunes seniors dans le coin en fait. Donc j'ai fait Trélé-Verne et puis il y en a d'autres qui vont s'en suivre à partir de la rentrée en septembre. Voilà. Donc Sophie Le Gouet, je me lève aussi parce que tout le monde se lève. Peut-être je parlerai plus fort comme ça aussi. Donc moi je suis médecin généraliste à Lannion et je suis aussi nutritionniste et phytothérapeute. Donc je fais de la médecine générale tout venant, on va dire, mais aussi j'essaie tant que faire se peut de travailler en exerçant une médecine qu'on appelle intégrative. Ça veut dire prendre en charge le patient dans sa globalité. C'est-à-dire pas seulement traiter un symptôme par-ci par-là, mais essayer de comprendre un petit peu quels sont les facteurs de risque, quelles sont les choses un petit peu, si on imagine un iceberg en dessous l'eau, qui pourrait faire que demain, la personne va potentiellement développer des complications et pour justement les éviter et être un petit peu aussi dans la prévention de santé. C'est pas facile parce que pour ça, il faut du temps et vous savez bien que avec les déserts médicaux, aujourd'hui, on a tendance à raccourcir les consultations, donc on ne peut pas toujours travailler de façon optimale. C'est pourquoi c'est important aussi que vous, en tant que patient, vous puissiez prendre en main votre santé avec des informations comme on va faire ce soir pour pouvoir mieux vous connaître et surtout mieux connaître vos besoins pour rester en bonne santé. Pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité. C'était pas forcément un sujet d'actualité il y a des dizaines d'années en arrière, mais aujourd'hui, oui, c'est la base de la santé. Pourquoi ? Parce que notre mode de vie a littéralement changé et continuera à changer, et surtout dans un sens de augmentation de la sédentarité. On regarde sa montre toute la journée parce que il faut toujours se dépêcher, et donc on se dépêche aussi de faire à manger à la va-vite. On sait que la sédentarité a augmenté parce que d'une part, les métiers sont tous plus sédentaires aujourd'hui, parce qu'on a un mode de vie beaucoup plus motorisé qu'il y a 20 ans en arrière. Et puis les loisirs sont moins actifs, la preuve en est avec les séries sur Netflix, avec les téléphones portables, avec les jeux vidéo et tout ça.
Donc on est beaucoup plus sédentaire et ça a un impact direct sur la santé. On sait que par exemple, je vous ai mis quelques chiffres en bas, 95% des adultes n'atteignent pas les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique. Donc c'est énorme. Entre 5 et 17 ans passent en moyenne 4h30 par jour devant les écrans. Donc forcément, ils sont plus sédentaires que leurs grands-parents n'étaient quand ils étaient enfants. Et aujourd'hui, 30% des enfants ne savent pas faire du vélo, alors que dans les années 80, il n'était que 12 à 13%. L'évolution des situations d'obésité chez les enfants et chez les adultes depuis les années 80. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, on a sur le territoire français à peu près 18% des adultes qui sont en situation d'obésité. Les adultes français en surpoids atteignent 50% aujourd'hui. Ça veut dire qu'un Français sur deux est en surpoids et 18% en situation d'obésité. Et dans les Côtes-d'Armor, on est quasi à la moyenne puisqu'on est à 17,8. Donc autant dire qu'on est pareil. Et c'est important de comprendre aussi que si vous regardez dans les années 80, les enfants étaient en situation d'obésité pour 1 à 2% d'entre eux. Et ces enfants-là sont les adultes d'aujourd'hui qui représentent 18% de situations d'obésité. Donc quand on voit qu'aujourd'hui, en 2024, 5,4% des enfants sont en situation d'obésité, on imagine que dans 20 ans, le chiffre de 18% ne sera plus celui-là. Je vous ai listé un petit peu les enjeux de santé d'être sédentaire ou d'être en situation, avec une alimentation déséquilibrée. On voit que ça se recoupe à peu près pareil, parce que si on a une alimentation déséquilibrée ou si on est sédentaire, on risque le surpoids, on risque l'obésité dans les deux cas, et on risque surtout une augmentation des maladies chroniques. Pourquoi? Type le diabète, l'hypertension artérielle, toutes les maladies cardiovasculaires, mais aussi les cancers. Et pourquoi ça? En fait, pourquoi il y a un point commun entre les cancers, le diabète, l'hypertension quand on est sédentaire ou avec une alimentation déséquilibrée? Tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le fait d'être sédentaire, le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée, ça augmente le statut inflammatoire de l'organisme. Donc ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Le corps est porteur d'inflammation. On parle de syndrome inflammatoire de bas grade, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et le fait d'avoir un organisme en inflammation chronique, l'organisme n'aime pas parce qu'il n'est pas fait pour, ça le stresse et ça entraîne des déséquilibres qui peuvent être articulaires, qui peuvent être métaboliques, qui peuvent être au niveau aussi des cellules, qui vont mal se multiplier, ce qui va provoquer des cancers. Donc en fait, ces situations d'inflammation font le lit, des années plus tard, des maladies chroniques qui sont les premières causes de mortalité aujourd'hui. Et puis aussi, mal manger, ça entraîne des troubles digestifs, une fatigue, une baisse de l'immunité. Ça s'explique ça aussi parce que quand on ne mange pas équilibré, on ne fait pas du bien à son microbiote intestinal qui va devenir déséquilibré lui aussi, qui va devenir inflammatoire. Et tout ça va concourir à aussi entraîner des troubles de santé. Quand on est sédentaire, on a un ralentissement du transit, on va avoir des troubles du sommeil, on va avoir aussi des troubles de l'humeur, on peut avoir de la dépression, une baisse des pensées positives, et puis de l'ostéoporose. Donc tout ça, en fait, sont des conséquences de la sédentarité. Alors quand on cumule les deux, alimentation déséquilibrée et sédentarité, les choses ne vont pas dans le bon sens parce qu'elles vont se multiplier. Et puis tout ça va entraîner non seulement une baisse de la qualité de vie, mais aussi des troubles de la santé. Je vous ai montré quelles conséquences de mal manger et de rester sédentaire, mais aussi on sait, heureusement, que si on inverse la tendance, si on mange mieux et si on fait de l'activité physique, on va améliorer tout un tas de paramètres, le sommeil, notamment le stress, l'anxiété, aussi les maladies chroniques dont je viens de parler, et tout un tas d'autres paramètres qui font qu'au final, on sait qu'améliorer ces paramètres-là, ça permet de pouvoir gagner potentiellement 3 à 7 ans de vie en bonne santé. Donc c'est pas négligeable.
être responsable et être acteur de sa santé, ça passe par mieux se connaître et puis connaître des bons réflexes pour manger équilibré, pour faire de l'activité physique adaptée. Et adapté, ça veut dire personnalisé, hein, on ne fait pas la même chose pour tout le monde, pour justement se maintenir en bonne santé. Et si toutefois on est déjà atteint d'une maladie chronique, améliorer sa santé, parce que même quand on a une maladie chronique grave, un cancer par exemple, ou un problème cardiaque grave, on peut toujours améliorer sa santé avec une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée. Qu'est-ce qu'une activité physique? Dès le moment, je me rassois, la grande démonstration. J'ai pas d'activité physique, je me lève, je commence à marcher. Dès le moment où on se met en mouvement, on a une activité physique. Je fais de la cuisine, je repasse, je nettoie mes carreaux, je suis en activité physique. Je vais marcher, je vais courir, je suis en activité physique. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence avec le sport? Le sport, c'est cadré. Vous avez des fédérations sportives, vous avez des disciplines sportives. Le hockey sur glace, le basket, le football, le golf sont des sports. Ils sont cadrés. Il y a une organisation, il y a des entraînements sportifs. Voilà, ça c'est du sport. Il y a un objectif d'entraînement, de résultat, de performance. Si je choisis d'aller marcher sur le GR34, est-ce que j'ai un objectif de performance? J'ai juste envie de marcher, de respirer, de prendre des photos. Mais j'ai une activité physique. On est d'accord? Voilà. Ben, la différence, elle est là. Je me mets en mouvement, je fais une activité physique. Je me mets un objectif, je vais dans un club, je fais du sport. Si j'ai un chronomètre, si j'ai un entraîneur qui me dit « tu veux voir tel résultat », je fais du sport. Dès le moment où je m'assois et j'arrête de bouger, pendant un certain nombre de minutes, je dirais même d'heures, je suis sédentaire. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et santé publique, disent, alors là, c'est des données scientifiques, je n'en rentre pas dedans, 30 minutes d'activité physique modérée. On n'est pas obligé de faire de la course à pied. Je prends volontairement l'exemple de la course à pied, pour se dire qu'on n'est pas obligé de faire ça. Donc 30 minutes d'activité, je vais marcher, je vais sur le GR, je dis ça parce que le GR il est à côté. Je vais aller faire mes courses, je me balade, je prends mon caddie, je nettoie mes carreaux, c'est le moment, il fait beau, vous avez des baies vitrées. Je mime beaucoup, mais c'est exprès, c'est pour montrer qu'on bouge. Ma baie vitrée, elle est comme ça. Je bouge, je suis en train de plier, je m'en aperçois même pas. Est-ce que j'ai besoin d'aller courir 3 heures le dimanche? Non, je bouge. Si je fais pas, si vous faites pas vos carreaux, bon, pas terrible, vous voyez même pas ce qui se passe dehors. Donc, bougez, allez faire vos courses au lieu d'aller sur le drive, on peut très bien faire ses courses. Voilà, donc là, j'ai une activité physique modérée. Un équilibre, ça fait ça. Vous avez un peu d'activité physique un jour, vous en faites un petit peu plus le lendemain, un peu moins, mais tous les jours, vous en faites un petit peu. 30 minutes, c'est le chiffre qu'on donne de base. Alors, on vous dit 10 000 pas par jour. Alors, 10 000 pas, je vais vous donner une info que vous connaissez peut-être. C'est une information marketing. Il y a, dans les années 60, il y a un ingénieur japonais qui a mis en place un espèce de podomètre et qui l'a réglé sur 10 000. Et je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé de façon internationale, comme quoi il fallait faire 10 000 pas par jour. Non, dès le moment où vous commencez à marcher, fiez-vous plutôt au temps d'activité physique, mais pas 10 000 pas. Je ne suis pas à 10 000 pas, je ne m'arrête pas, je ne suis pas à 10 000. Et 10 000 pas, je vous assure que c'est quand même pas mal. Hein. Vous faites déjà 4 ou 5 000 pas, c'est pas oui. Oui, bah voilà, c'est ça. Et puis ça dépend, parce que moi j'ai des petites jambes, donc 10 000 pas, ça va vite. Mais quelqu'un de grand, 10 000 pas, elle en fera moins que moi, alors qu'on fera la même distance. Vous voyez? Donc on se retrouve un petit peu dans ces profils. Est-ce que je suis sédentaire? Est-ce que je suis active? Est-ce que j'ai une activité modérée? Qu'est-ce que je peux modifier si je pense que je suis sédentaire? On se demande qu'est-ce que je dois faire. L'endurance, c'est faire une activité qui n'est pas forcément intense, mais la faire sur une durée assez longue. Le renforcement musculaire, le but de l'activité physique, c'est quand même de garder ses muscles. La souplesse,
La souplesse, c'est en fait pouvoir avoir de l'amplitude dans vos mouvements. Je préfère dire mobilité. La mobilité, ça veut dire pouvoir avoir des mouvements au niveau des articulations de façon fluide et garder son autonomie le plus longtemps possible. Vos muscles vous servent à garder de l'équilibre. Là, on parle prévention des chutes. Là, il faut préserver ce capital musculaire et articulaire pour éviter ces chutes qui peuvent survenir avec l'âge, avec la perte de la masse musculaire. Si vous voulez rentrer dans une activité physique un petit peu plus, pas intense, mais plus personnalisée, vous avez les professionnels de santé, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les kinés, les éducateurs sportifs en activité physique adaptée qui, eux, vous accompagnent et vous guident sur un certain type d'activité qui correspond, comme le disait Sophie, sur quelque chose qui est individualisé, personnalisé. Qu'est-ce qui est mauvais dans l'activité physique? Puisqu'il y a forcément, il y a des bénéfices, mais il y a des choses mauvaises. C'est les excès. Quand vous faites trop de quelque chose qui n'est pas adapté, vous vous lancez dans un sport, vous voulez porter des charges, alors que le capital musculaire articulaire n'est pas adapté, vous vous blessez. Le sportif qui en fait trop se blesse. Ce qui est mauvais, ce sont les excès. Pas assez ou trop. L'équilibre, il est au milieu. Il n'y a pas un chiffre, il est au milieu. Le trop, c'est pas top. Vous blessez, le pas assez d'activité physique, pareil. Alors l'idéal, c'est pour son corps, pour bouger, il faut qu'il ait un carburant. Si un corps n'a pas de carburant, il ne peut pas maintenir sa masse musculaire, il ne peut pas bouger. Et le carburant, vous allez voir la transition, c'est l'alimentation. Et voilà. Voilà. C'est bien introduit. Je me permets quand même de rappeler que donc, je suis diète. Je consulte beaucoup en privé et donc je passe à peu près une consultation. Ça dure entre 1 heure, 1 heure et quart et peut-être parfois plus quand ça demande un peu plus d'attention. Je démarre toujours mon questionnaire un petit peu et je parle de l'activité physique en fait. Ça fait partie aussi de notre rôle d'insister. Donc je pense que je passe un bon entre 10 minutes à un quart d'heure pour essayer de montrer aux personnes qu'effectivement le fait d'être en mouvement, le corps a besoin d'être en mouvement. Voilà, que le fait de sortir son chien aussi, ça nous permet d'être en mouvement. Voilà, des choses toutes simples en fait au quotidien auxquelles on n'y pense pas forcément. Donc voilà, donc j'appuie fortement ce qui a pu être évoqué. Alors tout d'abord, il s'agit d'une histoire de plaisir. Il va y avoir deux sortes de plaisir. Le plaisir viscéral, donc ça veut dire qu'il va être lié à la satisfaction d'obtenir à manger en fait au moment où on a faim en fait, donc tout simplement. Et puis de répondre positivement à des appels de notre corps qui va nous dire tiens, là je suis passée dans une boulangerie, j'ai vu un macaron et j'en aurais bien envie en fait. Ça fait partie du plaisir. Donc là, on répond positivement. C'est ce qu'on va appeler le plaisir viscéral. Ensuite, il y a le plaisir un peu plus... je trouve plus le terme. Épicurien, voilà, pardon, excusez-moi, où là, effectivement, il va s'agir du choix des aliments. Est-ce qu'on va les choisir chez un producteur, sur un marché, dans un supermarché? Enfin, voilà, on va consacrer un temps au choix des aliments qu'on va utiliser, au moment du repas qu'on va concevoir, et puis après, un moment de plaisir partagé, donc convivial, lorsqu'on a par exemple de la famille ou des amis qui sont là pendant ce temps-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le plaisir, il permet de lutter contre l'obésité et des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est assez, on va dire, choc aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu partages la même approche que moi en tant que médecin, mais en tout cas, nous, en diététique, voilà, on n'est plus du tout sur des choses restrictives. Que ça soit en termes de quantité ou d'aliments aujourd'hui, on accueille vraiment la notion de plaisir parce que c'est en répondant le plus positivement possible, tout en restant raisonnable bien sûr, aux appels de notre corps, qu'on est au poids au plus juste en fait et qu'on lui donne ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Que ça soit pour les fruits, les légumes, les viandes, les fromages, tout type d'aliments, les féculents que vous allez manger, dans l'idéal c'est de varier le plus possible. Pourquoi? Parce que chaque aliment va avoir ses propres atouts et il ne va pas apporter le même nutriments, vitamines, minéraux en fait. Et c'est plus on va manger varié qu'on va pouvoir couvrir les besoins de notre corps en fait. Les produits de saison vont être plus riches en nutriments. Oui, ça paraît logique, mais pas pour tout le monde en fait. Là, je suis d'accord avec vous, effectivement. Mais oui, voilà, ils vont être plus riches en nutriments, ils vont mieux nous nourrir au final. Également, lorsqu'on privilégie les circuits courts, donc ça fait travailler l'économie locale, dans un bon sens. Il y a une histoire d'écologie derrière quand même.
Et à côté de ça, il y a aussi le temps de transport et de stockage qu'aura passé le produit. Donc plus il sera transporté longtemps et plus il aura été stocké longtemps, plus il va perdre aussi en nutriments. Donc on est d'accord, je ne suis pas en train de diaboliser quoi que ce soit, mais il faut le savoir aussi que voilà, le plus simple, ça va être quand même, enfin ce qui va mieux nourrir notre corps, ça va être de manger varié de saison. Tout ce qui va être produit industriellement va être fait en production de masse, en grosse quantité. Donc souvent, les matières premières vont être de moindre qualité, de moins bonnes que si on les achetait nous-mêmes en fait. Il va y avoir également des matières grasses qui vont être de moins bonne qualité, du sucre, du sel et souvent des additifs. Pourquoi sucre et sel? Ça va être des conservateurs. Toutes ces choses-là, on peut les éviter quand on fait nous-mêmes. Le but, c'est pas forcément de faire de la grande cuisine au quotidien. En fait, voilà, je pense qu'il y a rarement les personnes qui ont le temps de passer 1 heure ou 2 à cuisiner tous les jours, en fait. Le but, c'est de faire des choses simples la semaine et plutôt un peu plus recherché, peut-être si on a le temps le week-end ou les jours où on ne travaille pas, si on a un travail différent. Aujourd'hui, alors je reviens sur l'histoire de la diététique qui a évolué. En fait, aujourd'hui, on préconise vraiment de prendre le temps de manger, de bien mâcher. On dit même mâcher 21 fois. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà testé, s'il y a des personnes qui le savent, n'hésitez pas à essayer. C'est le temps idéal pour qu'on puisse ressentir la satiété et avoir également une bonne digestion, en fait. J'insiste énormément sur l'histoire de manger lentement parce que c'est le seul moyen pour sentir la satiété. Aujourd'hui, quand on savoir quelle quantité d'aliments on doit manger, et ben, le seul moyen de savoir, c'est d'être à l'écoute de nos sensations corporelles. Donc, c'est manger au moment plutôt où on a faim. Si on n'a pas faim, ben, on n'est pas obligé de manger. Alors, je précise, pour ceux qui travaillent, si vous n'avez pas faim au petit déjeuner, quand même, si vous avez un travail physique ou même si vous pensez manger plus tard, n'hésitez pas à prendre un petit encas dans la matinée pour vous tenir quand même le coup. Mais globalement, l'approche, c'est ça, c'est dire d'être vraiment à l'écoute de notre corps. J'ai faim, je ressens les petits gargouillis, un petit peu mal au ventre, et ben là, je vais faim, donc je vais manger. Et d'adapter la quantité en fonction de mes besoins. Donc on ne parle plus du tout de quantité aujourd'hui en fait. Donc voilà, ça c'est souvent les personnes qui viennent me voir en me disant bah, moi j'ai besoin d'une quantité. D'accord, je vais vous donner une fourchette pour vous faire plaisir, mais en fait le seul indicateur ça va être vraiment votre ventre au final. Et donc c'est en mangeant lentement, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est le seul moyen pour savoir qu'on est arrivé à satiété et qu'on a suffisamment mangé en fait. Et qu'on n'est pas passé du côté trop plein où là on se dit oh, voilà, j'ai mangé trop vite. Mais je pense qu'on l'a tous fait en fait à un moment donné, on est fatigué ou on pense à autre chose ou on fait autre chose en même temps et à un moment donné on se dit ah là j'ai mal au ventre, bah là je suis allée un peu trop loin. Qu'on soit un homme ou une femme, notre besoin va être nutritionnel va être différent en fait. Notre âge, de notre activité physique, de notre travail. Est-ce qu'on est effectivement assis toute la journée ou est-ce qu'on est plutôt debout ou en mouvement? En fait, il va y avoir à chaque fois un degré différent. Est-ce qu'on est un sportif voilà, de haut niveau, où on fait énormément d'activités voilà, tout ça va venir être calculé dans le besoin nutritionnel. Alors, je reviens également sur l'histoire de la balance. Hein, il y a notre besoin nutritionnel qui va se trouver à un certain niveau en fonction de nos caractéristiques. Et dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est de lui apporter exactement la même chose au niveau nutritionnel, ce qu'il a besoin en fait pour être à l'équilibre. Si on lui en donne plus ou moins, et ben le corps il se met en situation de stress et il peut dysfonctionner. Si on ne lui apporte pas assez à manger, on peut prendre également du poids parce que le corps se dit bah, je vais stocker en prévision d'eux. Parfois il peut arriver des choses, alors c'est beaucoup plus rare effectivement, mais ça peut arriver en fait, du fait dans la mesure où on met le corps en situation de stress, et ben lui parfois il ne sait plus trop comment il doit fonctionner. Aujourd'hui on dit qu'une alimentation équilibrée, donc une assiette concrètement ça ressemblerait plutôt à ceci, donc 25% de viande, poisson, œufs, enfin de protéines en fait. Viande, poisson, œufs, légumineuses, 25% de féculents et 50% de légumes. Ça évite de donner des quantités aussi. Visuellement, ça permet de se rendre compte un petit peu à quoi ça peut ressembler dans l'assiette. Une entrée si on a envie, un produit laitier, une portion de fruits et des bonnes matières grasses. Quand on dit 25% de œufs, viande, œufs, poissons, légumineuses, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, donc ce sont des protéines animales et végétales, et elles vont avoir un rôle bâtisseur en fait dans le corps. Donc, et elles sont également rassasiantes. Elles permettent également de maintenir la masse musculaire. D'accord ? Donc ça va être vraiment très important d'en avoir systématiquement à chaque repas. Donc après, ça peut être des protéines animales qui sont plutôt bien assimilées par le corps. Et également, on va retrouver des protéines végétales, donc on va trouver dans les légumineuses. Dans l'idéal, pour qu'elles correspondent de plus ou moins aux protéines animales, on aurait besoin de les associer avec des céréales.
D'accord? Donc n'hésitez pas, si jamais vous mangez des lentilles, de les associer avec des céréales type du riz pour avoir cette complémentarité en fait et pour qu'elle soit également aussi bien assimilée par le corps. Donc après 25% de féculents, c'est ce qui va nous donner, enfin féculents en pâtes, riz, pommes de terre, semoule, boulgour, farine, tout ce qui va pain, tout ce qui va être à base de céréales en fait, c'est ce qui va nous donner de l'énergie sur la journée, d'accord? Donc c'est également cette quantité-là, si on en mange de trop, qu'on peut potentiellement stocker dans notre corps, mais c'est aussi notre carburant de la journée en fait, donc c'est vraiment une famille d'aliments qui est indispensable pour le bon fonctionnement des cellules en fait. Et après, il va nous rester effectivement la bonne moitié de l'assiette où il y a les légumes. Alors là, on va parler des vitamines, minéraux, mais également des fibres en fait. Et qui vont avoir un rôle de protection en fait pour rester en bonne santé et pour que le corps il se développe correctement en fait, tout simplement. Aujourd'hui, effectivement, on préconise plutôt, alors je ne l'ai pas dit sur les céréales, mais plutôt semi-complètes et complètes. Donc pain, pâtes, farine, semi-complet, complet, pour avoir un apport en fibres qui va être augmenté et vont être également plus riches en nutriments en fait. D'accord ? Et pour les légumes, et ben là on va être sur plutôt de saison si possible, voilà, en variant au maximum. Quand on dit une entrée, ben, on va surtout se dire que si on a tendance à manger de la charcuterie régulièrement, dans l'idéal ce serait de ne pas dépasser voilà, une fois par semaine, c'est bien. De temps en temps deux si on fait une entorse, mais voilà, globalement pas forcément tous les jours. Il y a encore des personnes que je reçois qui mangent de la charcuterie quotidiennement en fait. Un produit laitier, donc varié au plus possible, entre les yaourts, skyr, faisselle, yaourt à la grecque, petit suisse, voilà, faut pas hésiter. Une seule portion de fromage par contre, on dit. Une portion de entre 30 et 40 grammes, pourquoi? Parce que c'est aussi riche en matière grasse. Voilà, le corps à un moment donné ne va pas forcément apprécier cette surcharge. Si ça arrive de temps en temps, c'est pas grave, mais dans l'ensemble, voilà, plutôt une part de fromage. Une portion de fruits, donc on dit 2 à 3 par jour, et des bonnes matières grasses, donc plutôt l'huile d'olive pour la cuisson, colza, lin ou noix pour la vinaigrette, et le beurre. Évitez de cuire le beurre, et surtout en petites portions, voilà, entre 10 et 20 grammes, ça fait l'équivalent des petites tablettes, je ne sais pas si vous voyez, voilà, une ou deux tablettes. Hydratation, elle va rester indispensable. La seule boisson qui est indispensable pour le bon fonctionnement du corps humain, ça va être l'eau, d'accord? Et on dit aujourd'hui qu'on aurait besoin de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour répartis sur la journée. Pourquoi? Parce que, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on est constitué à peu près 60% d'eau. Donc pour que les réactions chimiques puissent se faire tout logiquement dans le corps, on a besoin d'avoir cet apport en eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd à peu près 2,5 litres par jour. Quand on respire, on transpire, on parle, et quand on va aux toilettes, bien sûr. Et pour compenser cette perte de 2,5 litres, il y a une partie donc, qui va être rapportée si on a une alimentation équilibrée par l'alimentation, à peu près 1 litre. Et d'où le fait que 1,5 et à 2 litres seront à compenser. Et cette quantité, elle est également à adapter en fonction de forte chaleur, bien sûr, ou de forte activité physique. Alors, voilà le temps maintenant pour la table ronde. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est avec tout ce qu'on a évoqué là jusque-là, de partir sur comment on fait aujourd'hui pour améliorer ça et pour aller vers une prévention de la santé et donc améliorer notre santé. Donc on fait quelques questions comme ça qu'on va mettre en support, et l'idée c'est que vous nous disiez, que vous partagiez soit vos freins, vos astuces, vos questions, pour qu'on puisse essayer d'avancer sur comment est-ce qu'on peut personnaliser ça au quotidien. Alors, on a choisi une première question assez large, qui est prendre soin de soi, qu'est-ce que ça implique réellement au quotidien? Là, on est sur effectivement le prendre soin de soi via l'alimentation équilibrée et l'activité physique adaptée. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous à décliner au quotidien? Vous auriez des choses à partager? Ça peut être prendre du temps pour soi. Oui, je suis d'accord. On en revient sur ce qui a catalysé la notion de plaisir. Elle intervient dans l'assiette, mais elle intervient aussi dans l'activité physique. Attention et conscience d'avoir une réalisation de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Moi, je trouve ça difficile. Pour moi,
c'est un des points qui est le plus difficile à mettre en œuvre. Par exemple, dans l'alimentation, il y a vraiment... ça demande un effort, je ne vais pas dire surhumain, mais ça demande un effort de variation, d'y penser, d'y faire quelque chose. Alors l'intérêt c'est d'y aller petit à petit en fait. On fait pas en général les 360 c'est compliqué à mettre en place et ça dure pas dans le temps. Donc dans ce cas-là l'idéal c'est vraiment de se dire allez je me fixe un petit objectif ou deux, mais vraiment très simple en fait par rapport à ce qu'on a pu voir là, en disant bah voilà je vais commencer par mettre ça en place en fait, un ou deux tout simplement. Et une fois que ça c'est acquis et c'est rentré dans la routine du quotidien, et bah pourquoi pas passer à autre chose en fait. Parce qu'effectivement, hein, en fait, c'est le propre de l'humain. En fait, à un moment donné, on se retrouve à chacun à des degrés différents. Mais je pense que voilà, nous sommes tous confrontés à ce type de choses devant des problématiques diverses. Mais voilà, se dire j'avance petit, voilà, avec un ou deux objectifs. Et puis une fois que c'est bien mis en place, c'est rentré c'est ritualisé entre guillemets dans le fonctionnement. Bah, pourquoi pas passer à autre chose. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est prendre du temps pour soi, c'est se remettre sur le dessus de la pile, c'est-à-dire prendre conscience qu'on peut faire quelque chose pour aller dans le bon sens. Ça ne veut pas dire révolutionner tout, effectivement, on commence pas à pas, et il ne faut pas que ça soit une corvée. Si ce n'est pas dans le plaisir, si c'est une corvée, si c'est un devoir, si c'est pour faire comme les autres, ça ne marche pas longtemps. Il faut que ça devienne quelque chose de normal, comme quand on se lave les dents par exemple. Quand on se lave les dents le matin et le soir, c'est pas une corvée parce qu'on le fait depuis suffisamment longtemps pour que ce soit devenu naturel. Quand on s'essuie les fesses quand on va aux toilettes, ben c'est pareil, c'est pas une corvée, c'est pas un truc qu'on note, c'est normal. Donc de petit à petit arriver à laisser tomber les chips et le saucisson pour aller vers des produits plus locaux et plus naturels qu'on cuisine, ça va rentrer dans les mœurs, ça va devenir normal et on n'y pense même plus. C'est quand on n'y pense même plus que ça marche. En fait. Et le fait de mettre des choses en place, mais petit à petit, pas trop de choses en même temps, nous laisse le temps de prendre conscience de ce qu'on a réalisé. Si on en fait trop, on ne va pas jusqu'au bout et on se bouscule, on se disperse. Si on en fait petit à petit une qui nous semble essentielle, ou qui nous semble facile à réaliser, on a le temps de prendre du recul et de dire ah oui ça y est j'ai fait ça, et voilà. Et cet aspect d'une petite réussite fait qu'on va le maintenir parce que ça nous fait plaisir d'avoir mis ça en place. Et moi j'en suis arrivée au point où si je suis invitée ou si je vais à un restaurant, je ne suis pas satisfaite si c'est trop riche, si c'est voilà. J'en suis là. Parce que ça sort de vos habitudes. Oui, ouais. Et ça ne me convient pas. Un repas trop riche, voilà, qui n'est pas équilibré, où il n'y a pas un peu de légumes, voilà. Ouais. Après, quand on va au restaurant, on choisit. Oui, d'accord. Quand on est mais quand c'est invité, vraiment, voilà. voilà, ou si vous êtes invité, repas pas équilibré, riche du début à la fin, eh ben ça me plaît. Parce que c'est devenu une habitude et que Oui. vous êtes déjà dedans. Oui. Quelqu'un qui donc, mange que des produits démontrer industriels, il va lui falloir aussi du temps pour revenir là-bas. Est-ce que vous savez combien de temps ça prend pour que ça devienne une habitude à faire un 21 changement? jours. Ouais, 3 semaines. Exactement, c'est ça. Donc si on tient les 3 semaines, c'est déjà bien. Vous avez noté? On vous le rappelle? Oui, je crois que je peux Oui. Alors, une autre thématique. Donc c'est difficile de rajouter à ma to-do list, parce que j'ai une vie bien remplie, d'avoir une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice physique adapté, parce que c'est encore un truc en plus. Moi j'ai un problème avec la discipline. C'est trop compliqué, la discipline pour moi c'est terrible. Je n'y arrive pas. Pourtant je sais, hein, mais là la discipline. La discipline dans l'activité physique ou dans Dans l'activité l'alimentation? physique, dans l'alimentation équilibrée, dans la Alors, conscience aussi. Dans l'activité physique, le souci aujourd'hui, c'est qu'on a, et là on est au mois de juin, vous savez bien ce fameux terme summer body
qui veut dire là, Non, il va j'ai arrêté falloir. ça. Voilà. C'est pas- Alors, en fait, on a une vie maintenant qui est dictée par des injonctions. Je dois, il faut. Voilà, vous avez des injonctions par. C'est comme ces 10 000 pas par jour. Vous avez des injonctions par. Alors, on n'a pas envie de ces obligations. On freine des deux pieds dès le moment où on a une injonction. Si on essaye, on va essayer un peu et vraiment dans le cerveau, on n'a pas envie, vraiment pas. Donc, on rentre dans quelque chose qui doit revenir plus naturel, pas d'injonction. Il faut, vous voyez, ça c'est une mauvaise habitude, de dire il faut et on doit revenir sur soi, pas dans l'attente de ce que les autres attendent de nous. On attend de nous, alors c'est malheureusement ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, on formate les gens avec une case. Vous avez soit tel âge, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez plus faire ça, vous ne devez plus vous habiller comme ça, vous devez manger ça, vous devez. À force des injections, on freine et on ne fait plus. Donc on revient un petit peu vers soi. Moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? De quoi j'ai envie pour bouger? Si j'ai envie d'aller marcher, me promener, faire les boutiques et c'est ma façon de bouger, ok. Si j'ai envie de faire un petit parcours sur le GR ou d'aller visiter un musée ou d'aller à un concert, ok. On choisit des choses qui nous font plaisir. Revenons sur cette notion de plaisir et pas sur cette notion d'obligation. Ouais, c'est ça. Et les obligations, on n'a pas envie, personne n'a envie des obligations. Hein. Il faut toujours remplir des cases. Et quand on ne rentre pas dans les cases, et ben, voilà, des cases dans le poids, des cases dans le travail, il faut revenir un petit peu vers soi. Et ça, c'est pas facile, parce qu'on a été, là, sur plusieurs années, un peu formaté à rentrer dans un certain type de modèle, en fonction de notre sexe, en fonction de notre âge, en fonction de notre activité professionnelle. Notre Donc, éducation aussi. voilà, donc on est un petit peu dans ce schéma-là et on a un petit peu du mal à en sortir. Donc là, on respire et on revient un peu vers des choses plus naturelles. C'est un peu comme la consommation de produits locaux, revenons vers un peu plus de simplicité, on va dire. Et ça va aussi vers ce que j'évoquais tout à l'heure, la prévention positive, qui est de se connaître soi. Parce qu'effectivement, on a tendance à écouter plutôt les autres, et dans les autres, il y a tout le monde, plutôt que s'écouter soi. Et peut-être qu'on devrait plus essayer de s'écouter. S'écouter, ça veut dire se ressentir. C'est-à-dire ressentir, quand je dors bien, c'est parce que j'ai fait quoi? Quand je me sens bien dans mon ventre, c'est parce que j'ai mangé quoi? Ou quand je me sens pas bien, c'est parce que j'ai mangé quoi? Quand je me suis fait plaisir parce que je suis allée faire une balade, comme tu disais, etc., qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et tout ça, c'est mieux se connaître. Et si on va encore un petit peu plus loin, c'est comprendre finalement comment on fonctionne et comment fonctionnent nos organes, nos cellules, vraiment en allant vers le plus... Donc ça veut dire, se respecter son corps, mais respecter aussi ses valeurs. Si effectivement vous étiez dans une famille où on vous forçait à faire ça tous les jours, c'est peut-être pas vos valeurs à vous. Donc, quelles sont vos valeurs et quels sont vos besoins et quels sont les besoins de ce corps qui vous porte tous les jours, plutôt qu'effectivement écouter les autres. Et c'est en s'orientant comme ça qu'on arrive à mieux se connaître et à connaître finalement les choses qui nous font du bien au quotidien. On n'est pas obligé de manger du fromage blanc si on déteste ça, même si c'est bon pour la santé, ou des brocolis, mais il y a autre chose qu'il faut tester et savoir ce qui nous fait du bien. Je vais juste revenir sur quelque chose. Moi, quand j'ai parlé d'alimentation équilibrée tout à l'heure, donc globalement, on parle d'alimentation équilibrée. Dans l'idéal, c'est de la maintenir entre 70 et 80% du temps. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge de je me fais plaisir. Complètement plaisir en fait. Ça veut dire que là, même si les repas ne sont pas totalement équilibrés, il n'y a pas mort d'homme non plus. Parce qu'on sera en train de s'écouter et de se faire plaisir. Donc voilà, si on maintient à 80% notre alimentation équilibrée, ce n'est pas les 20% qui vont venir dénaturer tout ce qu'on aura fait sur le reste. D'accord? Donc on peut, et le cadre d'aller manger chez des amis, ça rentre dans les 20% de temps en temps. Donc ça reste vraiment pas vraiment significatif dans l'ensemble de ce que vous faites. Donc rassurez-vous. Comment est-ce que personnellement je m'ajuste dans ce duo alimentation équilibrée et activité physique adaptée?
Pour les gens qui sont en famille, on n'a pas tous les mêmes besoins. Si on a des petits, si on a des ados, si on a un mari qui est très sportif, si on a une maman qui est à la maison encore. Donc comment est-ce qu'on s'ajuste pour personnaliser un petit peu ça? Comment est-ce que vous faites, vous? Il y a quelqu'un qui mange comme ses ados. Moi aussi. J'ai passé un week-end à Paris où j'ai mangé que du fast-food et autant dire qu'effectivement en rentrant j'ai mangé que des légumes. C'est ça. Ouais, juste. Ouais, les ados aiment que les pâtes, c'est ça. Hein. Ils font du sport, donc on a, en tant que bonne mère, je vais faire des... Alors comment vous vous ajustez? Non, ben on mange quand même assez équilibré. Voilà, c'est ça, en moyenne. On peut proposer plusieurs choses. Et puis les ados, ils vont prendre beaucoup de pâtes et un petit peu de brocoli. Et puis vous, ça sera peut-être le contraire. C'est pas grave. Comme il faut mettre plusieurs couleurs dans l'assiette. Par contre, moi je trouve que ça va un peu, enfin pour mon cas personnel, quand je fais de l'exercice physique, j'ai de l'énergie pour faire à manger, équilibrer et tout ça. Par contre, je disais ça, je dis si je me pose et que je prends un bouquin, eh ben je peux pas lire sans manger du sucré. Alors je sais pas, faut que je fasse une analyse. Lire sans manger du chocolat, enfin pour moi ça va ensemble. Peut-être ça dépend de ce que vous lisez. À part si vous prenez un livre de 500 pages et que voilà. Mais un carré de chocolat, ça va. Oui. Peu importe le lieu où vous lisez. Ah, peu importe. Parce que parfois c'est ritualisé, canapé, livre, chocolat. Mais si on change de place et on va lire ailleurs, dans un fauteuil ou dans le lit, et bah du coup on a plus. Chocolat aussi. Chocolat aussi. C'est du noir, j'espère au moins. Oui. Ben j'essaye. Parce que si je m'écoutais, je... Bah, oui. Alors vous pouvez alterner avec les oléagineux, hein, comme disait Agatha, une poignée d'amandes ou de noix, de noisettes, ça peut être bien de temps en temps. Ou alors vous pouvez opter pour les livres audio, comme ça vous les écoutez en marchant. Eh oui. C'est pas le même plaisir. C'est vraiment le chocolat. Le cerveau, il consomme de l'énergie aussi. Oui, complètement. Non, mais après, il y a une histoire de quantité quand même, effectivement. Ça dépend de la taille du livre et du nombre de tablettes de chocolat qui Ah, passent. c'est embêtant parce que en plus j'arrive Voilà. avec mon chocolat et puis là, j'arrive pas à lire longtemps parce qu'il faut que je me relève. Après, on dit souvent aussi, quand on a besoin d'un coup de boost, hein, c'est chocolat noir banane. Hein, on va Ouais. chercher des choses comme ça. Donc, c'est peut-être ça aussi, quelque part, que vous avez besoin un petit peu de boost, en fait. C'est peut-être ça que vous allez chercher avec le chocolat. Alors moi, je voulais dire mon problème du moment, même du jour, c'est que, bon, j'habite une maison, un terrain, un très grand jardin. Je jardinais beaucoup, en plus j'étais très précise, donc c'était au quotidien. Et j'ai dû saturer, voilà. Donc j'ai peut-être aujourd'hui vendu ma maison, c'est vrai. Bon, je viendrai à Tréguier en appartement. Et alors de passer d'un très grand jardin à l'appartement, comment je vais gérer mon activité physique? Il y a plein de parcours à faire à Oui, l'extérieur. Alors, Ah l'activité. ben, il y en aura, parce que je suis au premier étage, donc déjà. Ah, il y a des escaliers. Oui. Des escaliers. Si Donc, les il faut genoux tiennent le sortir. Et puis, faire l'activité physique chez soi, c'est possible aussi. Hein. Il faut faire accumuler des deux, en fait. Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'activité physique idéale. Dès le moment où on sort, Les balades. Comment? Les balades. ouais. Oui, les balades. Balade culturelle, Parce balade. qu'au jardin, on fait parfois de très gros efforts. Oui, bien sûr. Ah bah, On ne fait pas là, en balade. Hein. Il y a peut-être des associations de rando aussi, ou de marche, simplement. C'est très dur parfois le jardin. ouais, c'est pas la même activité. Mais là, on a conscience que l'activité à l'intérieur va être complètement différente. Oui. S'il pleut, on va rester, mais en sortant, les balades autour, il y en a pas mal. En plus, on est quand même dans un site assez exceptionnel où il y a une certaine forme d'observation et de contemplation. Puisqu'on ne peut pas rester
uniquement dans ces murs, ça limite le champ qu'on avait avant avec le jardin. Donc ce champ, il faut l'élargir. Et la seule façon de l'élargir, c'est d'être à l'extérieur. Alors, autre question. Quel rôle puis-je avoir sur la transmission de l'importance de ce duo alimentation équilibrée et activité physique adaptée? La famille d'abord, je pense. Parler du bio, parler du bien manger dans un cadre, par exemple, professionnel, je trouve ça difficile aussi. Parce qu'il y a des avis très divergents et on a souvent des avis très tranchés, quoi. Mais ça va avec la première intervention qu'on a eue sur aussi les circuits courts, sur l'écologie, sur le fait de prendre soin de soi, mais prendre soin aussi de la planète, et puis d'aller dans le bon sens sur la santé. Après, si on est déjà nous-mêmes à essayer d'autres choses, en fait, les autres, sans qu'on leur dise, en fait, ils le voient. En tout cas, nos enfants, ils vont avoir tendance à reproduire un petit peu voilà, ce qu'ils vont voir sans forcément en discuter. Ils vont voir s'il y a de la variété dans les plats. Ou en tout cas, voilà, qu'on est ouvert à aller acheter des produits à droite et à gauche. Et ça va aussi leur dire, oui, il n'y a pas qu'un seul endroit où on peut aller s'approvisionner, en fait. Les gens qui ne s'inscrivent pas dans des salles de sport disent moi je fais rien. Si, comme vous le dites, vous vous déplacez, vous faites le maximum de choses dans la vie quotidienne, ça compte dans l'activité physique parce que vous n'êtes pas assis. Réduire vraiment le temps assis et bouger le plus possible. Vraiment, en ce qui concerne la cuisine, bon, je ne suis pas forcément un as de la cuisine, mais on essaie de manger le plus simple possible, avec le plus de couleurs possible. Une bonne purée avec des haricots verts et une tranche de viande, c'est bon. Et de bons ustensiles. Voilà. Le puits vapeur, c'est dans la façon aussi de cuisiner. Alors ça va avec cette question-là qui est la dernière. C'est bien joli tout ça, mais en fait, j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps. Donc il faut d'abord que vous commenciez par vous écouter et écouter vos sensations pour connaître vos besoins. Après, effectivement, faire une tarte, moi j'appelle ça cuisiner. Vous dites que vous ne voulez pas cuisiner, mais faire une tarte, c'est déjà un engagement. Vous pouvez manger juste un fruit, c'est plus rapide que faire une tarte. Donc il y a des tas de choses qu'on peut manger sainement qui prennent 5 minutes. Hein. Donc après, la question, elle est plus de savoir s'écouter. Et puis, on a parlé de mastiquer 21 fois pour pouvoir s'écouter et écouter sa satiété. Donc ça, c'est peut-être un truc que vous devriez essayer. Après, moi, souvent, personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner, typiquement, c'est souvent les personnes qui travaillent avec des enfants encore, qui courent partout à droite et à gauche pour les activités et pour le travail. Souvent, je conseille alors soit cuisiner en plusieurs fois, effectivement, soit le week-end, soit un peu en plus grosse quantité, 1 ou 2 fois dans la semaine. Ça permet d'avoir toujours un stock de féculents, de légumes. On a juste soit de l'assemblage à faire en fait au dernier moment. Dans des tupperwares, dans les frigos, ça permet de juste assembler le soir, de manger sain finalement parce qu'on aura préparé. Et puis juste d'assembler au dernier moment. Ça peut être une solution aussi pour la semaine pour ceux qui sont très occupés. Et je suis déçue parce que personne n'a demandé comment vous faites pour varier vos menus tous les jours ou des idées de menus. Non, il n'y a personne qui... Alors du coup, je vais les sortir. Vous allez prendre différents légumes. Alors, du coup, ce que je conseille souvent, en fait, il y a plein de livres qui existent, si on est libre. Si on est plutôt Internet, vous pouvez facilement aller sur le site La Fabrique à menus sur Manger Bouger. Là, on rentre plein de critères en fonction du nombre de personnes, si on mange une entrée plat dessert, si on est végétarien, si on mange du porc ou pas, plein de critères. Donc c'est La Fabrique à menus sur Manger Bouger et là, ils nous proposent des menus. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça donne des idées. Ce que j'aime bien aussi, moi, c'est la version des Simplissimes. Ils sont déclinés dans toutes sortes de choses, en fait. Il y a aussi les petits marabouts. Donc celui-là, c'était les soupes, parce que j'en avais marre que mes enfants me demandent toujours la même soupe moulinée et de légumes. J'ai dit, moi, j'en peux plus de votre soupe, là, je veux des morceaux dedans. Et en fait, effectivement, ça donne... il y a plein d'idées, en fait, de soupes, mais il y a aussi... Ils sont déclinés, pareil, dans d'autres types de choses.
Les livres, en général, ils coûtent entre 5 et 6 euros le livre. Donc, c'est vraiment pas excessif pour ceux qui aiment bien. Et après, il y a aussi les 100 meilleures recettes. Donc, ça, c'est Larousse qui a sorti ça. Et là, j'ai pris, par exemple, sur les légumineuses. Donc, là, c'est lentilles, pois chiches et compagnie, en fait. Et ça vient nous donner, en fait, ça reste un peu des cuisines un peu plus tournées vers le végétarien, mais ça nous permet de nous ouvrir un petit peu dans nos habitudes. En fait, on n'est plus toujours obligé de cuisiner de la même manière. Et on va aller piocher par moment des choses qu'on n'a pas l'habitude. Oh, bah, dans les librairies. Oui. Bah, après, ça dépend, effectivement, oui, ça peut être librairie, ça peut être chez Leclerc dans l'espace culturel, ça peut être chez Cultura, enfin, partout où vous allez, mais voilà, 5 ou 6 euros, ça donne pas mal d'idées, donc voilà, pourquoi pas tenter. On pourra avoir les références. Oui, bien sûr. Alors, je rajouterais sur ce que dit Agatha sur la nourriture. N'oubliez pas aussi que la nourriture, c'est le carburant de votre corps. Quand il y a un manque, une carence au niveau alimentaire, le corps physiquement va fonctionner moins bien au niveau de la masse musculaire, au niveau des déplacements, au niveau de la fatigue, de l'énergie. C'est ce qui va vous préserver au niveau de l'autonomie. Ça, c'est important. Il y avait une question là sur est-ce que quand on vieillit, on doit arrêter l'activité physique? Est-ce qu'on doit moins manger? Non. Enfin, Agatha complétera, mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit moins manger. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit moins bouger. Au contraire, on doit faire attention à son alimentation, veiller à garder son apport en viande, poisson, légumineuses pour avoir un apport de protéines, pour préserver ces muscles qui soutiennent notre corps, qui nous permettent de nous déplacer et de faire une activité physique, et pas forcément sportive, mais le fait de pouvoir sortir, d'aller faire son marché, de pouvoir bouger, de pouvoir partager des activités avec les enfants, tout ça, ça fait partie de l'autonomie et de l'énergie qui va nous permettre d'avoir une qualité de vie. Là, on rentre dans la qualité de vie et dans la prévention positive dont parlait Sophie. C'est un pack, c'est alimentation et bouger, ça va ensemble. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette espèce de duo qui rentre en synergie et qui permet d'être le plus autonome et d'avoir une qualité de vie la meilleure possible, avec la meilleure des santé. Même s'il y a des petits couacs, au moins on est acteur de sa santé. C'est ça l'expression en fait. Et je rajouterais que tu parles de quand on vieillit, mais quand on tombe malade, c'est la même chose. Alors bien sûr, il faut savoir s'écouter. Quand on est fatigué parce qu'on est malade, on ne va pas aller marcher pendant des heures, mais garder de l'activité physique quand on a une maladie chronique, même une maladie grave, c'est important parce que ça agit aussi sur les pensées positives. Et les pensées positives, ça fait un petit bout de traitement des maladies chroniques. Donc, et puis l'alimentation équilibrée, aussi pour donner effectivement suffisamment de vitamines, de minéraux, etc. qui sont nécessaires, et de protéines quand on est malade. Donc même quand on est malade, il faut garder ça en tête, c'est un morceau du traitement. Bon, on a fait une petite diapo de fin pour des messages clés. Agatha? Oui, une alimentation variée, riche en couleurs et en saveurs pour notre plaisir gustatif, mais aussi pour être en bonne santé au final. Au quotidien, ne perdez pas une occasion juste de bouger plus. Il n'y a pas d'idéal, on bouge plus. On diminue la sédentarité et essayez d'avoir des activités qui soient régulières et y aller progressivement. Voilà. Et chaque minute compte. Voilà, il n'y a pas un critère de minute particulier. Chaque petit pas que vous ferez sera un bien pour votre santé. Alors moi j'ai dit passer du temps dehors, parce que c'est plus on passe du temps dehors, plus finalement on est actif et on n'est pas sur la chaise. Et manger des choses simples. Hein. Quand on n'a pas le temps de cuisiner, on peut manger juste un avocat avec du pain complet et puis une boîte de sardines, et ça c'est très équilibré. Et puis se respecter, donc se connaître, se respecter, respecter son corps. Et donc penser prévention positive, je ne veux pas être négative, mais demain il y aura de moins en moins de médecins, il faut que vous sachiez quand même vous respecter, vous connaître et puis faire de la prévention pour rester en bonne santé. Voilà. Et le transmettre. Et le transmettre. Exactement. Eh ben, merci de votre attention. Si vous avez d'autres questions. Merci. Merci.